cette communication, je propose d'explorer comment une trajectoire artistique professionnelle dans la danse a influencé ma posture d'enseignante, chercheuse, danseuse en sciences de l'éducation. Il s'agit là d'analyser la manière dont la pratique chorégraphique, conçue comme une parole silencieuse et une métaphore incarnée, peut servir de matrice épistémologique pour une recherche située, sensible et réflexive. Je propose donc ici de penser la danse non comme un objet de recherche, mais comme un paradigme d'action et de connaissance à part entière. Comment la connaissance peut se construire à partir d'une pratique chorégraphique et d'une pratique artistique qu'est la danse, et comment la danse peut aussi orienter, cadrer vers une méthodologie particulière. Je vais donc parler à la fin de recherche-création comme espace heuristique potentiel et posture méthodologique alternative. Pour cela, pour pouvoir vous présenter ces différents points, je vais parler de mon itinéraire pour en expliciter les jalons, les bifurcations et parfois les ruptures, mais finalement en dessiner la continuité de la danse à la recherche. Je ferai ensuite une boucle pour revenir aux façons dont peut être mobilisée la pratique artistique dans une recherche et la façon dont une place de chercheur, et notamment la place de chercheur, chercheuse praticienne, danseuse, peut se construire au sein de ce parcours. Il s'agira là d'appréhender de quelle manière ce parcours a influencé le choix de mes objets de recherche, mais aussi ma pratique, ma posture ou ma méthodologie. La formation et l'expérience professionnelle de danseur, effectivement, engagent un regard particulier concernant la lecture des corps, des mouvements, de l'espace. Quand on a dansé professionnellement, qu'on a enseigné la danse, on a appris à gérer l'espace d'une certaine manière, on a appris à lire les corps d'une certaine manière, et ça influence beaucoup ensuite quand on travaille sur une recherche où on va engager le corps, ou même si on n'engage pas le corps, ou on ne s'intéresse pas particulièrement au corps, ça influence obligatoirement le type de recherche, le type de regard et la posture que l'on met en place. Je vais aussi parler de ce que la danse et la recherche engagent une adresse particulière que je vais nommer l'entre-deux. C'est un tiers-lieu permettant d'entendre et de travailler les interstices, mais aussi l'indicible ou l'inaudible. Excusez-moi, j'ai une laryngite, donc voilà. Alors, je passe. Voilà. Donc, je vais d'abord parler, dans un premier temps, après l'introduction, d'une première partie que j'ai intitulée « Un parcours de migration de la danse à la recherche, récit de soi et enjeux identitaires », avec une faute de frappe. Voilà. Alors, mon parcours professionnel, je vais d'abord vous présenter un peu mon parcours professionnel, prend racine dans une formation artistique, la danse, commencée dans l'enfance, approfondie dans la jeunesse, puis assumée comme métier. Après avoir fait des études de lettres, je reviens à la danse pour m'engager dans un parcours professionnel. Donc, je décide à 22 ou 23 ans que ce sera la danse mon métier. Cependant, cette trajectoire s'est ensuite infléchie et survient 12 ans plus tard une première bifurcation. Celle-ci se traduit par une reprise d'études en sciences de l'éducation. Et en filigrane, dans cette reprise d'études, cette question du corps dans le processus éducatif, de la danse comme langage, vient de manière réflexive aussi la question de la transmission. J'ai été enseignante de danse pendant plus de 10 ans et cette question de la transmission me tient à cœur. En parallèle de cette reprise d'études, je reprends un poste d'enseignante. J'enseigne en BTS. Donc me voici enseignante et étudiante, pris entre deux choses, deux états, deux postures. En sciences de l'éducation revient souvent la question de l'identité de l'enseignant, sa posture, son engagement, sa place. Un jour où je me questionnais sur ma place, et puis un peu bousculée aussi indirectement par mes élèves, me vint cette question. Et toi, d'où tu parles en fait ?
Je venais de la danse, j'étais passée par les lettres, je reprenais des études en sciences de l'éducation. Comment j'organisais tout ça et quel était le fil conducteur? Et en fait, la réponse, ce qui me vint à l'esprit fut: j'enseigne comme je danse et je dirais comme je recherche. Et là, tout est dit et en même temps, rien n'est dit. En effet, cette réponse est étrange, voire incongrue, même provocante. Quel est ce comme? Est-ce une comparaison ou une équivalence? L'équivalence paraît difficile, car ces deux domaines ont des univers, des pratiques différentes, des savoirs différents sont convoqués. Et là surgit un différent au sens de Lyotard. Voilà. Donc au sens de Lyotard. De fait, la recherche et la danse appartiennent à deux registres de discours différents, avec leur énoncé et leur énonciation propre. Il y a donc un hiatus, un lien étrange, voire contradictoire. D'un côté, la danse, avec son registre, son genre de discours et son genre discursif particulier. De l'autre, la recherche et son registre et son genre discursif complètement autre. En effet, la recherche a pour but d'élaborer des savoirs constitués et rationnels, ce qu'on pourrait nommer, comme le dit Patrick Germain-Thomas, terrain de raison, alors que la danse s'appuie sur des savoirs expérientiels, d'action et intuitifs, que je définis comme savoir instituant et savoir constitué, se basant sur le savoir sentir. C'est un type de savoir que j'ai développé dans ma recherche et où l'imaginaire est prépondérant. Donc il y a disjonction, voire contradiction entre ces deux univers, aussi bien dans la construction des savoirs que dans la démarche ou la posture. De fait, ce double ancrage, artistique et académique, a pu générer et génère encore parfois une tension entre deux régimes de savoir, celui du sensible et de l'expérientiel d'un côté, celui de l'objectivation et de la conceptualisation de l'autre. Pourtant, je fais le pari d'une tension féconde et d'une continuité. Comment? En m'appuyant sur la métaphore incarnée, donc là je vais revenir dessus, comme matrice épistémologique pour transposer et réélaborer une posture d'entre-deux, afin de constituer une place relevant de l'exotopie au sens de Bakhtin. Donc là, je vais revenir sur ce que j'appelle la parole silencieuse et la métaphore incarnée. C'est une façon pour moi de définir la danse, et la danse comme langage. Et pour pouvoir construire cette continuité, je pars du principe que cette métaphore incarnée qui caractérise la danse peut être une matrice épistémologique. En effet, la danse, dans ce parcours, est avant tout une pratique fondatrice, constitutive d'un rapport au monde et d'un mode de pensée. C'est pour ça que je dis qu'elle est une parole silencieuse, un langage du corps qui inscrit dans le mouvement une mémoire, une sensibilité, un rapport à soi et aux autres. Cette parole silencieuse s'articule autour de ce que j'appelle la métaphore incarnée, une forme de signifiance non verbale qui passe par l'expérimentation du corps en mouvement et dont le geste est l'élément signifiant. Donc, en tant que métaphore incarnée, je propose de penser la danse non seulement comme une méthode de recherche, mais aussi comme un paradigme cognitif alternatif. En effet, par ce processus d'apprentissage qu'est la métaphore incarnée, la danse construit un corps disponible. Et puis elle nous apprend à désapprendre, voir comment on désapprend, comment on reconstruit et on déconstruit et on reconstruit chaque jour dans le studio de danse. Ces compétences développent acuité épistémique, sérendipité, disponibilité intellectuelle. Sont aussi mis au travail capacité d'écoute et de rencontre. Enfin, la danse développe une capacité à se mettre en mouvement et acquiert un pouvoir d'agir grâce à l'empowerment et l'agentivité. Le corps sujet se constitue et s'affirme. Il y a une visée émancipatrice. Mais cette matrice épistémologique, depuis la métaphore incarnée, n'est pas sans poser problème. Cette transposition, ce comme, entre danse et recherche, laisse apparaître un différent lyotardien, comme j'ai pu effectivement le dire tout à l'heure.
En effet, on ne peut enseigner ou chercher comme on danse, a priori. L'équivalence ou l'égalité n'est pas congruente. Par ailleurs, il y a un intraduisible. Ce qui est dit dans un genre discursif ne peut être dit dans un autre genre. Cette parole n'est pas traduisible dans les termes classiques de la recherche. Dès lors, comment rendre compte de ce qui par essence ne rentre pas dans les mots, ce qui est logé dans un in-deçà de la langue, qui est la caractéristique distinctive de la métaphore incarnée? Quel lien le genre discursif de la danse peut entretenir avec un genre discursif de la recherche, qui est un langage verbal réglé par des unités discrètes? Comment relier la danse en tant que langage silencieux avec les écarts réglés du langage? Par quelles articulations? Quelle ouverture? Par quel biais? En fait, ce comme j'enseigne et je recherche comme je danse n'est pas identique ou équivalent. Il faut aussi entendre une transposition dans le sens d'une réélaboration qui elle-même est un parcours de transformation dans un processus de formation et de réflexivité. Ce différent peut être habité, investi comme un espace de créativité théorique. C'est pourquoi je prends le parti d'une posture d'entre-deux, entre la danse et la recherche, conçue comme un espace tiers ou un seuil, au sens où ni la scène ni le laboratoire ne sont ici premiers, mais se nourrissent mutuellement. À cet effet, je prends aussi le parti d'aborder la recherche en situation d'exotopie. Alors cet entre-deux se situe en effet dans une posture exotopique que Bakhtin appelle le fait de ne pas appartenir à une culture donnée, mais d'être en mesure de pouvoir efficacement comprendre cette culture, justement parce qu'on arrive d'un horizon différent et lointain. Il s'agit d'être étranger en son pays. L'exotopie est vécue de l'intérieur. Donc, je construis la place et la posture du chercheur à partir de l'entre-deux, comme un lieu où l'écriture narrative et l'identité narrative en sont les paradigmes. Ici, l'écriture narrative se présente entre démarche artistique et genre discursif scientifique en sollicitant l'herméneutique. 3 minutes. Bon, je vais donc montrer comment maintenant on peut faire une expérimentation pédagogique et méthodologique à partir de la danse, en se basant sur la danse comme métaphore incarnée et comme parole silencieuse, en m'appuyant sur 2 exercices, la chute et la marche. Donc en fait, l'idée, c'est de montrer comment la métaphore incarnée peut se construire, comment elle se construit en danse, comment la danse se construit comme un langage à partir de 2 exercices qui sont la chute et la marche. Pourquoi la chute et la marche? Parce que la danse, pour pouvoir se construire comme langage, s'appuie et joue avec la gravité et l'équilibre et le déséquilibre. Donc le principe que l'on retrouve dans l'équilibre-déséquilibre, ça c'est mon PowerPoint. En fait, dans la chute, on va retrouver ce processus permanent entre équilibre-déséquilibre et le rapport à la gravité. Donc là, je voudrais vous montrer un travail fait avec des grandes ados, où on avait travaillé avec à deux, dans un atelier de danse contemporaine, pardon, sur le principe de cette métaphore incarnée, cette parole silencieuse. Et on avait travaillé sur un proverbe, et voir comment ce proverbe pouvait être transposé, réélaboré en danse, en langage chorégraphique. Et donc, on les avait fait travailler à partir de ce proverbe un moment sur la chute et sur la marche.
c'est tout arrivé. Faut pas qu'on sente que tu te dépêches, Rasla.
qu'est-ce qu'on a cherché à faire dans ce travail d'un point de vue méthodologique et épistémologique. En fait, c'était revenir sur la méthodologie du récit de soi et du parcours, de l'itinéraire biographique à médiation corporelle, en convoquant la mémoire du corps à partir de cette métaphore incarnée et de cette parole silencieuse, et pour ouvrir sur une nouvelle méthodologie sur laquelle on travaille, qui est la recherche-création. Mais je crois que j'ai plus le temps, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Ah non, d'accord. Quelques réactions, questions? Vous voulez peut-être compléter Allez. Merci pour cette présentation. Alors, je reconnais du Lyotard, effectivement. Juste par rapport aussi par rapport à la méthodologie, quand il y a une exotopie, donc par rapport à il y a une pratique, si j'ai bien compris, il y a une pratique, et après il y a un récit oral, un récit écrit. Comment ça se, voilà, j'ai peut-être pas cerné comment se manifeste l'expression. Alors, je sais que tu parlais de la posture de chercheurs, mais leur posture à eux, est-ce que voilà, ils sont dans l'action, dans le corps? Désolée, je ne connais pas très bien la danse, mais j'apprends beaucoup. Mais du coup, comment tu les fais s'exprimer sur leur propre expérience corporelle? Alors là, on avait commencé très simplement. Enfin, très simplement, c'était pas évident pour elles. Même les grandes, on a commencé par une verbalisation orale, en fait, par des temps de regroupement, où on leur demandait des questions très simples et très ouvertes, comment elles l'avaient vécu, dans quel état elles étaient, quels états corporels elles étaient. Nous disaient qu'elles étaient fatiguées. Voilà. C'était vraiment des choses assez basiques, mais en fait assez importantes, et comment elles vivaient cette chorégraphie, et ensuite comment elles la ressentaient, et qu'est-ce que ça signifiait pour elles. Mais c'est un temps de signifiance, de signification, arrivé au bout d'un temps assez long. Parce que, en fait, ça dégageait des choses assez personnelles et assez intimes. Et ce qu'on a fait aussi, après, comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le dessin. Qu'elles se dessinent, en fait, à partir d'un croquis qui n'était pas fait. Elles dessinaient leur corps. Déjà, c'est très important, parce que ça signifie, ça a un sens de dessiner son corps. Personne ne dessine son corps de la même façon. Et en fonction de ce qu'on dessine et surtout de ce qu'on ne dessine pas, ça dit quelque chose de notre rapport au corps. Et avec des codes couleurs ou, comme elle le voulait, sur ce croquis de corps, elle a apposé ce qui leur semblait froid, chaud, mal, douloureux, agréable, pas agréable. Comme ça nous permettait de retrouver ce qu'on appelle en danse un état de corps et une qualité de mouvement, qui sont les deux éléments, en fait, quand on parle de la danse comme langage, métaphore incarnée. Les éléments, je dis que le geste est l'élément signifiant, et pour pouvoir construire théoriquement cette idée, je m'appuie sur deux choses qui sont très prépondérantes en danse contemporaine, qui sont les états de corps et les qualités de mouvement. Pardon. Donc ces croquis, tu les utilises comme traces de l'activité. Ouais. Et donc voilà, tu plaques une technique une façon, particulière, en fait, j'imagine. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, comment faire pour passer d'une situation ou d'une expérience ou d'un métier où c'est le corps, hein, et donc on ne parle pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé parole silencieuse, parce que intégrer des mots en danse, c'était très compliqué, très long. C'est Pina Bausch qui le fait le premier, mais ça a été compliqué quand elle l'a fait, dans les années 80. Et donc, il y a rarement une parole verbalisée. Et donc, comment on fait pour pouvoir rendre compte de ces états qui ne passent pas par la parole, qui ne passent pas par les mots? Donc, c'est pour ça que là, on utilise le dessin. Et comment faire
pour pouvoir rendre compte par des mots, dans une recherche scientifique, de ce qui ne rentre pas dans les mots. Donc voilà, donc ma dernière étape, c'était la recherche-création comme ouverture méthodologique et épistémologique pour pouvoir penser en fait une recherche sur la danse. Merci beaucoup pour votre présentation. Christophe Moineau, maître de conférence à l'Université de Nîmes. Alors, ce que je trouve très intéressant dans votre travail, c'est la question le rapport à l'activité et comment en rendre compte. Il y a un point que je n'ai pas tout à fait compris, je trouve passionnant votre question du dessin, mais en fait, est-ce que c'est une forme d'auto-confrontation et les danseuses dessinent a posteriori ce qui s'est passé? Et est-ce que, alors on va revenir sur aussi la présentation de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des séquences sous forme de bande dessinée? Est-ce que c'est un dessin unique? Comment vous fonctionnez sur ce plan? Alors pour le moment, on n'a pas du tout travaillé sur la bande dessinée parce qu'on n'a pas les moyens et on n'a pas l'expertise et on n'a pas la connaissance technique. Donc on travaille sur plutôt des dessins, un seul dessin qui pourrait, un ou deux dessins, reprendre l'état général de ce qu'elles ont vécu durant une chorégraphie, durant un exercice ou durant un travail d'improvisation. Donc là, on est dans l'autoconfrontation, effectivement. C'est un travail de réflexivité où la réflexivité va se construire à partir des sensations et la connaissance vient des sensations, et on est aussi dans une confrontation croisée parce qu'elles parlent aussi avec leurs copines. Donc les dessins sont comparés. Oui, mais on est bien d'accord que c'est une reconstruction à partir du visionnage de la vidéo de leur activité. Non. Voilà, justement, il n'y a pas de vidéo. On est dans l'autoconfrontation, mais pas dans le principe, enfin la même méthodologie. Je parle d'autoconfrontation parce qu'elles se confrontent à leur dessin. Mais le dessin, ce n'est pas par rapport à une vidéo, surtout pas. C'est exactement le contraire. Et c'est par rapport à leurs sensations. Parce que ce qui va être intéressant dans ce dessin de conscience, c'est faire émerger les sensations dont on n'a pas obligatoirement conscience sur le moment. Et grâce à ce dessin, et grâce après au fait qu'elles sont confrontées, ou ils sont confrontés à leur dessin, il y a quelque chose qui émerge des sensations. D'accord. Oui, non, j'avais cru comprendre que c'était relié directement à l'activité, que c'était une façon de rendre compte de l'activité, mais c'est OK, on est sur un autre plan. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être. En ligne, je crois qu'il n'y a personne. Jean-Pierre Moreau, je suis compositeur au laboratoire musique et informatique de Marseille. Merci beaucoup donc, pour cette mise en abîme problématique telle que je la vois, hein, c'est ma lecture. Pour répondre à Christophe aussi, et pour vérifier si j'ai compris de quoi il est question vraiment, il me semble que vous parlez de l'écart, ce que vous dites, hein, et qu'en fait, ce n'est pas tellement l'écart, c'est un écart qui est vécu, c'est-à-dire ce que vous ramenez là par cette autoconfrontation, par la reproduction d'une situation par un autre médium. C'est pas ce médium final qui serait justement final, c'est-à-dire qui viendrait rendre compte. C'est cet espace qu'on parcourt entre l'action et la restitution qui est important c'est ce parcours-là en fait qu'il faut vivre pour prendre conscience, c'est-à-dire enfin, je le vois comme ça. En fait, j'ai en tête l'idée que développe François Julien dans son bouquin L'écart, qui est un philosophe, hein, et qui réfère à cette position inconfortable, mais dans laquelle tout se passe, hein, c'est-à-dire la vie, en vrai. On ne passe pas d'un instant arrêté à un autre instant arrêté, on est tout le temps en mouvement. Et c'est dans cet écart que quelque chose peut surgir, d'une confrontation de soi à soi, dans laquelle apparaît une conscience de ce qui est à l'œuvre, en fait.
Est-ce que c'est une interprétation fallacieuse ou... Non, non, il y a quelque chose de cet Confirmé. ordre qui se joue, en fait, hein, dans cette question d'écart. C'est comment surgit des ressentis, des perceptions, et comment je vais pouvoir les happer, en fait, moi, en tant que personne qui ai vécu ces perceptions qui ne sont pas obligatoirement mises en mots et qui ne rentrent pas dans les mots, parce que c'est une question du sensible, et donc ça ne rentre pas dans un discours ou un langage qui est raisonné, rationnel, et conceptuel, théorique. Comment je fais pour pouvoir, moi en tant qu'élève, mais aussi moi en tant que chercheur ou moi en tant qu'enseignante, comment je fais pour pouvoir les prendre en compte et pouvoir en rendre compte. Donc, Ah oui, donc... le dessin peut être une finalité. Ah oui, donc il s'agit quand même de traduire. Il ne s'agit pas juste de traverser. Ah oui, ok. Alors, c'est pas Il y a tout les à fait deux. ce que Il y a j'avais les compris. deux. Un peu les deux. Ouais, il D'accord. faut de ce qui me traverse et comment je peux en prendre conscience. Parce que c'était la raison pour laquelle je pensais qu'était utilisé le dessin, qui est une autre manière de produire, plutôt qu'une vision extérieure qui serait une analyse filmique, c'est-à-dire un regard hors de moi. Ben oui. Le problème de la vidéo, c'est qu'elle a un côté froid et distancié. Bien sûr, oui, c'est une Donc on extériorisation. sort complètement de l'expression et de l'intériorité corporelle. Donc c'est moi, en tant que personne, comment je passe de l'un à l'autre, par quels outils, par quels moyens, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Donc cette session se termine. On va pouvoir applaudir Madame Pérez.